Parfait. Donc aujourd'hui, on va faire une sorte de mise en abîme, hein, puisqu'on va parler de la classe virtuelle, de l'animation, un petit peu la scénarisation de la classe virtuelle. Il y a beaucoup de choses à dire. Sans doute, si vous avez pratiqué déjà la visioconférence pour faire de la formation, vous savez que bah, c'est vraiment différent du présentiel. Et il y a plusieurs techniques, il y a plein de choses à mettre en place quand on va scénariser, animer une classe virtuelle. Donc aujourd'hui, on va essayer de montrer les principes de base, hein. On ne va pas tout voir en détail, mais au moins vous donner quelques petites astuces, vous aider à préparer les prochaines classes virtuelles si vous avez des classes virtuelles à organiser. Oui, d'ailleurs, je peux vous demander, est-ce que vous avez déjà euh, réalisé, donc en tant que formateur, hein, une classe virtuelle? Donc le chat est à disposition pour vos interactions. D'accord, je vois que c'est dans les projets. Euh, bah, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider, ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez par contre déjà réalisé des classes virtuelles, c'est également un temps d'échange, hein. Vous pouvez parler de vos bonnes pratiques, peut-être des astuces que vous-même vous avez mis en place quand vous avez vu les interactions avec le public. Et suivant le nombre de personnes aussi que vous allez avoir derrière votre caméra, le nombre de personnes auxquelles vous vous adressez, les techniques sont aussi très différentes, hein. Voilà, je vois que le nombre de participants augmente petit à petit. On arrive près de l'heure de début. On va juste attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se mette en place. Donc peut-être simplement pour vous présenter l'atelier du formateur. Donc c'est un atelier qui est en ligne. Donc on avait choisi ce nom-là parce qu'on veut proposer dans le site des choses orientées assez pratiques, hein, une pratique pédagogique avec les outils du numérique. Donc cet atelier du formateur a été mis en place, c'est une co-initiative. Il a été mis en place par Jean-François Lecloarec du Learning Touch et moi-même. Et nous nous occupons donc d'alimenter ce site avec, dans un premier temps, plein d'informations qui sont mises à disposition régulièrement de manière gratuite. Et nous avons également une offre qui est une offre payante sur un abonnement à des classes virtuelles. Ce sont des classes virtuelles qui sont organisées de manière mensuelle et qui, enfin, qui vont présenter régulièrement donc des thématiques, soit avec un invité, soit directement sur, sur un outil ou sur une modalité pédagogique. Ah, d'ailleurs, je vois que Jean-François, Oui, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. qui est du côté de Brest, vient de nous rejoindre. Il y a beaucoup de Bretons aujourd'hui qui se sont connectés. Euh, donc voilà, donc j'étais en train de présenter l'atelier du formateur. Voilà, et dans le cadre donc de ce site, de cet atelier, il nous a semblé intéressant, bien sûr, de vous proposer pendant ce temps de confinement bah, des techniques aussi pour utiliser ces outils, les mettre à profit pour travailler, vous, avec vos publics, vos élèves, vos stagiaires. Donc, il y a toute une série de webinaires qui ont été cette semaine à nouveau proposés. Euh, et notamment, alors il y a les outils numériques que j'anime, mais Jean-François, tu peux peut-être nous dire un mot sur les ateliers Moodle.
Oui, bonjour à tous. Donc, oui, Jean-François Lepareil. Donc, moi, je participe à l'atelier avec Isabelle, mais je travaille également pour une entreprise qui s'appelle Learning Touch. Et nous sommes donc partenaires de Moodle, qui est une solution de plateforme qui permet d'organiser les dispositifs de formation en ligne, donc de placer vos ressources et de pouvoir proposer en fait des ressources à vos apprenants. Et donc dans ce cadre-là, alors il y a pas mal d'établissements qui sont équipés, mais on a noté aussi qu'il y avait pas mal de formateurs qui avaient des difficultés à utiliser ou qui n'osaient peut-être pas non plus se lancer dans l'utilisation de Moodle. Donc on a une série en fait de webinaires de découverte voilà, qui ont pour objectif de vous donner quelques petites clés pour démarrer et puis voilà, de ne pas être complètement perdu dans sur cette plateforme. Et puis, c'est aussi une contribution pour pouvoir bien, aider chacun à ce que tout se passe bien durant cette période de confinement. Voilà. Ok, merci Jean-François. Donc, les webinaires sont accessibles de la même façon que les webinaires de l'atelier, donc directement à partir d'un lien que vous pouvez trouver sur notre site. Ah, on a perdu Isabelle, elle va revenir, je pense. Voilà. On t'avait perdu, Isabelle. Je ne sais pas pourquoi, oui, j'ai perdu. Euh, Je crois que les connexions sont j'ai dit, assez erratiques en ce moment, hein. oh, ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir des petites perturbations sur les réseaux. Alors, donc, ce qu'on va voir ensemble, donc les principes de base, comme je disais, un petit peu de conception pour une classe virtuelle classique. Il y a beaucoup de sortes de typologies de classes virtuelles. Voir ensemble également quelques activités apprenant et l'interaction. Qu'est-ce qui est important par rapport à l'engagement des apprenants et comment on va faciliter cet engagement en apportant un petit peu de ludification, d'aspect ludique lors de ces classes virtuelles. Alors, donc les principes de base. Donc le premier principe, et ce qui va être la première difficulté quand on va commencer une classe virtuelle, ça va être de capter l'attention. La capter dès le début de la classe virtuelle, mais aussi de garder cette attention tout au long de l'heure ou de l'heure et demie qu'on va passer avec nos publics. Alors, dans un premier temps, capter l'attention, vous avez vous-même expérimenté quand vous vous connectez en tant qu'auditeur à une classe virtuelle, bah, vous devez essayer de vous repérer dans un nouvel environnement numérique. Donc, essayez de voir où est-ce que vous pouvez participer, quels sont les différents outils qui sont à votre disposition. Est-ce que vous avez la main sur ces outils-là ou est-ce que vous êtes simplement spectateur? Donc l'attention, le formateur va pouvoir la capter avec des outils qui sont mis à disposition sur l'interface de classe virtuelle. Notamment, la plupart des outils vous proposent un outil de questionnaire, de sondage qui est intégré. Donc si c'est le cas, vous pouvez utiliser un sondage simplement pour demander aux personnes, par exemple, si elles ont vu la leçon précédente, hein. Ça va dépendre aussi du parcours que vous avez proposé en classe virtuelle. Donc, vous pouvez réinterroger sur ce qui a été fait avant. Vous pouvez tout simplement demander si bah, les personnes se sentent bien ou si elles ont des questions. Voilà, le questionnaire est à disposition et on peut tout à fait l'utiliser dès le début de la classe virtuelle. Ça peut être également un document à télécharger. D'ailleurs, je peux peut-être vous indiquer que le présent diaporama est à votre disposition en téléchargement. Donc sur cette classe virtuelle, avec l'interface Classio, vous allez trouver en haut à droite une roue crantée où il y a marqué Options et configuration. Et quand vous cliquez dessus, vous avez une petite icône de fichier à télécharger. Et à partir de là, normalement, vous retrouvez ce diaporama.
Sinon, vous avez peut-être vu en bas, à côté de l'imprimante, en bas à droite, euh, une flèche qui permet de télécharger également. Mais le téléchargement ne va se faire que sur la diapositive qui est active. Lorsque le formateur va ajouter des annotations, parce que moi, en tant qu'animateur de la classe virtuelle, je peux utiliser ici des outils comme le surligneur. Voilà, je peux faire des animations, enfin, ou des annotations sur cette diapositive. Et si je télécharge avec la flèche qui est en bas, je vais avoir également ces annotations. Voilà, juste pour vous expliquer un peu comment peut fonctionner un- une interface de classe virtuelle. Donc, on est un petit peu au-delà de la vidéoconférence où on ne va pas forcément avoir tous ces outils d'interaction. Là, on va pouvoir également, comme un tableau blanc, rajouter des choses. Donc, je disais, soit proposer dès le départ un petit questionnaire, demander de télécharger un document, ou bien, je vais peut-être enlever la vidéo pour que ça soit plus stable. Voilà, j'espère que vous m'entendez, vous continuez à m'entendre, même si vous ne me voyez plus. Mais ça permettra peut-être de stabiliser les déconnexions. OK. Donc le plus important dans une classe virtuelle, c'est de trouver un rythme aussi. Chacun va trouver son rythme par rapport aux apports théoriques, à ce que vous voulez leur donner comme notion à apprendre et l'interactivité. Quels vont être les différents rôles des apprenants pendant cette classe virtuelle? Est-ce que vous allez les amener à beaucoup travailler de manière individuelle, en groupe, ou alors est-ce que c'est tout simplement un temps où vous devez leur donner beaucoup d'informations, leur donner des explications sur une notion mathématique, sur une notion de management, enfin bon, à tous les niveaux, vous avez ces temps d'apport théorique qui peuvent passer par la classe virtuelle. Mais il faudra trouver un rythme avec des temps d'échange. Quels sont les moyens de communication rapides et directs qui sont sur l'interface? Donc ça peut être mettre les caméras, les diffuser aussi pour les apprenants. Là, comme vous êtes nombreux, par exemple, c'est trop compliqué d'avoir chacun la caméra, donc on coupe les caméras. Mais si vous êtes avec un petit groupe de 4-5 personnes, vous pouvez tout à fait utiliser ce moyen de communication pour être peut-être plus efficace, pour que ce soit plus rapide. Et vous interrogez aussi euh, un petit peu sur ce temps de préparation sur les environnements qui sont à disposition de chacun, les environnements de formation. Est-ce que les personnes ont un micro? Est-ce qu'ils vont pouvoir réagir aussi en demandant la parole? Ou est-ce que ça sera simplement via le chat? Voilà, donc la première chose, c'est bien de se situer dans l'interface qui est à notre disposition, de prendre le temps de se repérer, de, de capter l'attention et de se concentrer sur ce qui va être fait sur ce temps virtuel à disposition pour être en contact avec les apprenants. Ensuite, au niveau de la structuration de votre classe virtuelle, en général, on dit souvent qu'une heure de classe virtuelle, ça va être un maximum, allez, jusqu'à 1 heure et demie pour pouvoir garder l'attention de vos apprenants. Dans cette heure et demie de classe virtuelle, vous allez faire un découpage qui va être un découpage entre des temps d'échange et de mise en place et des temps où vous allez apporter votre contenu de formation. Si on table sur une trentaine, 40 minutes
d'exposé, donc d'apport de connaissances, d'apport théorique. Vous verrez qu'avec une quinzaine de diapositives, 20, voilà, 15-20, vraiment suivant vos domaines d'intervention, d'enseignement, vous allez pouvoir avoir assez de support pour montrer et donner les informations à vos apprenants. Il faut par contre que votre support, vos diapositives, si vous avez choisi de montrer votre contenu via un outil de présentation, un PowerPoint par exemple, ou tout outil qui ressemble à des diapositives, il faut vraiment que votre support soit clair, illustré, pour que ça soit lisible à l'écran. Il y a une concentration nécessaire quand on est à l'écran qui demande un peu plus d'effort. Donc, il va falloir améliorer et permettre cette lisibilité à l'écran. Ensuite, on a également des temps d'échange ou de ponctuation vont être des temps de pause où on va se tourner vers les apprenants, regarder par exemple s'il y a des choses qui sont apparues dans le chat, hein, lorsque vous avez le chat qui est ouvert, ou si directement dans le chat public, dans un chat animateur où on vous pose directement la question, il y a des questions qui sont venues. Donc là, c'est la difficulté quand on est tout seul à animer une classe virtuelle et que vous avez beaucoup de personnes, c'est à la fois en tant qu'animateur, vous devez avoir donc vous devez être fixé sur votre diaporama, mais vous devez aussi regarder, avoir un œil de temps en temps sur votre chat et les demandes de- des apprenants. Donc ça, c'est un petit peu, c'est une gymnastique à faire quand on est tout seul. À partir d'une vingtaine de personnes, c'est vrai qu'on prend l'habitude d'animer à deux. Il y a vraiment la personne qui va faire l'exposé et se concentrer sur les apports et une autre personne qui va jouer l'animateur et rapporter les questions. Voilà. Et ensuite, on peut découper aussi avec un quart d'heure, une demi-heure d'échange qui vont être consacrés soit à du travail individuel, mais aussi vraiment à des questions, répondre au fur et à mesure s'il y a beaucoup d'interactivité et si le sujet se prête aussi à travailler avec les apprenants. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Donc, on a la chance d'être deux aujourd'hui. Jean-François pourra avoir cet œil et me rapporter les questions si vous avez des questions pendant la présentation. Maintenant, passons en, à l'engagement de l'apprenant. Donc, on va se mettre du côté de la personne qui va suivre la formation, suivre la classe virtuelle. Comment va-t-on pouvoir réussir à la maintenir en activité, à l'intéresser à ce que l'on va dire? Tout simplement en lui proposant, derrière son écran, de garder l'accès direct à du papier-crayon, à son papier, et de noter pendant que l'on va faire la présentation des mots-clés qui vont être les mots les plus importants, soit des mots qu'ils n'auront pas compris ou alors des mots qui sont des mots résumés des notions présentées. Vous pouvez également leur proposer de prendre des notes sous forme de schéma. Donc, de présenter au fur et à mesure de la présentation une carte mentale, les mind maps, de schématiser en faisant aussi des relations avec différentes formes, des flèches, des carrés, des gribouillis, de les amener vraiment à se maintenir en activité. Ça peut être des compétences qu'ils vont développer qui n'ont pas l'habitude d'avoir parce qu'en cours, tout simplement, ils notent directement ce qu'ils entendent. Mais avec ce décalage de l'écran, ça peut être une manière aussi de développer chez eux d'autres compétences de mise en synthèse.
On peut, suivant les niveaux aussi de vos apprenants, leur demander de se concentrer sur ce qui va être dit pour pouvoir faire un résumé à la fin de la présentation ou d'aborder un des points que vous avez présentés. Donc ça, c'est bien sûr à notifier dès le début de la classe virtuelle pour qu'ils se préparent et se concentrent davantage. Suivant également les classes virtuelles, les outils que vous allez avoir à disposition, vous verrez que vous avez des accès à des sous-groupes, des ateliers, où vous allez pouvoir mettre plusieurs personnes dans un atelier de classe virtuelle. Ça va permettre soit de travailler en groupe, mais on peut également utiliser ces salles-là comme support d'individualisation, c'est-à-dire que vous allez laisser le groupe continuer à travailler sur une des questions que vous avez posées et vous allez travailler en particulier pendant 5-10 minutes. Décidément, aujourd'hui, on les pause. Là, il y a beaucoup de déconnexions. Euh, c'est vrai que ça oblige à faire des pauses en passant d'une diapositive à l'autre. Donc avant de reprendre, je vais regarder, je vois qu'il y a une question de Yannick. Quelle est l'importance d'un document papier, support pour l'apprenant dans une classe virtuelle? Ah, moi, je dirais que c'est très très important. Parce que voilà, ça va lui permettre de se concentrer sur ce qui a été dit, de mémoriser, parce que ça peut aller vite aussi. On a peut-être en tant que formateur, on va être un petit peu amené à parler peut-être plus vite qu'en présentiel parce qu'on n'a pas le regard, on ne sait pas comment les apprenants réagissent par rapport à ce qu'on dit, malgré la présence du chat, ça va être un petit peu le seul lien. Donc on n'a pas ce regard visuel qui nous dit que ah bah non, j'ai pas compris, ou ce froncement de sourcils qui fait qu'on va faire des pauses. Donc, donc le papier, c'est vraiment très important parce que lors de la rapidité de la présentation, ça permet vraiment de mieux mémoriser. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir, de leur proposer, alors peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais au moins de leur proposer d'avoir ce support-là. Donc je vois aussi que Laurent il fait une remarque sur le fait de les motiver pour l'interaction. Donc oui, je vais en parler juste après. Et au niveau du rythme, c'est également une question. Donc ça va dépendre de ce que vous allez apporter. Si vous avez des notions importantes qui doivent vraiment être comprises de l'apprenant, moi je vous conseillerais de vous arrêter vraiment et de leur poser des questions en proposant aussi des exercices interactifs. Donc ça va être dans les exercices que vous proposez par rapport à votre cours pour vous assurer que les choses ont été comprises. Ça peut être directement des sondages que vous allez mettre assez régulièrement lors de votre présentation, les questionnaires. N'hésitez pas, si vous voulez vous assurer que vos stagiaires suivent bien votre présentation et que vous ne les voyez pas interagir dans le chat, à mettre des questionnaires. Souvent, on a ce questionnaire qui fait partie des outils intégrés. Et, euh, et au niveau de l'engagement de l'apprenant,
vous allez pouvoir peut-être aussi les amener à travailler en groupe. Euh, Comme ça, ils vont se sentir déjà un petit peu moins seuls. Et quand vous serez très à l'aise avec la classe virtuelle, vous allez voir qu'on peut faire des partages d'écran. Donc, le partage d'écran va permettre d'aller sur un site qui est à l'extérieur et qui permet aussi cette collaboration. L'autre outil qui est à disposition lorsqu'on est en classe virtuelle, c'est souvent le tableau blanc. Alors, le tableau blanc, ça fonctionne très bien. Là, je ne vais pas pouvoir le mettre parce que je ne suis pas dans une configuration vraiment de classe virtuelle, je suis dans une configuration de webconférence. Donc, vous n'avez pas accès au tableau blanc, mais le tableau blanc permet à tout le monde d'écrire sur le même espace. Donc ça fonctionne très bien parce qu'on a envie de participer. Ça peut être soit pour faire des dessins, soit pour écrire quelque chose. Et là, on peut reconcentrer tout le monde sur ce qui a été dit. Donc voilà, avoir cette possibilité de proposer des outils sur un travail à distance où vous allez vous aussi avoir un œil hein, avec des Google Docs, des outils comme Etherpad. Le formateur peut à tout moment intervenir et faire un feedback. Et puis le chat reste vraiment aussi quelque chose euh, de, de direct euh, et vous permet d'avoir tout de suite un avis sur ce qui se passe pendant que vous parlez à distance. Alors, on parle beaucoup de mode synchrone, hein. Dans une classe virtuelle, on est vraiment en direct avec les apprenants, on est en communication en temps réel, mais on peut également se servir d'un temps asynchrone au moment où l'apprenant va être déconnecté pour lui permettre de préparer aussi le, la suite du dispositif. C'est-à-dire que la classe virtuelle, c'est qu'un élément de votre dispositif de formation. Dans tout ce dispositif, vous avez le temps où l'apprenant, bien sûr, va devoir travailler en autonomie, où il va faire des recherches, être obligé à travailler sur une thématique. Et le retour à la classe virtuelle, ça va être une possibilité pour voir si le travail a été fait, quelles sont les questions qui se sont posées, est-ce que les apprenants ont pu faire une fiche de synthèse, ont trouvé les éléments d'information, les documents. Et également, à la fin de chaque classe virtuelle, vous pouvez demander d'avoir une sorte de tableau de bord, d'avoir un carnet sur lequel l'apprenant va faire une synthèse. Cette synthèse lui servira à lui pour mémoriser ce qui a été fait et permettra aussi d'avoir une progression dans le dispositif et de bien comprendre comment se passe l'apprentissage. Donc c'est euh, une traçabilité de ce qu'il a appris et de ce qui va se faire dans le dispositif. Il faut bien voir la classe virtuelle comme simplement, euh, enfin non pas simplement comme un temps de formation, c'est vraiment un élément d'un dispositif global de formation. Les temps d'autonomie, ça va être des exercices aussi qu'on peut leur donner à faire sur des sites qu'on appelle les sites exerciceurs comme Learning Apps. Il y a aussi WordWall, Educaplay, Quizlet. Il y a beaucoup d'outils qui sont de la catégorie des exerciceurs et qui permettent donc de faire travailler les stagiaires à distance et de leur permettre en auto-évaluation de voir quelle est leur progression. Ce qui est intéressant sur ces outils, c'est que vous pouvez aussi utiliser des ressources qui ont déjà été produites par la communauté, inscrites sur les différents sites. Et donc, ça vous permet, vous, de réutiliser des choses et ne pas avoir à créer de votre côté, de prendre le temps vraiment de, euh, de vous concentrer sur votre nouveau support de formation. Bien sûr, vous avez donc en plus de votre dispositif, et en général, ça va être la structure de votre dispositif, une plateforme de cours, les plateformes LMS, les plateformes de formation à distance, hein, qu'on appelle aussi Learning Management System. Et puis
une ressource, une typologie d'outils qui est très intéressante, ce sont les vidéos quiz qui sont beaucoup utilisés dans les classes inversées, puisqu'ils vous permettent, sur une seule ressource, d'avoir à la fois la lecture de la vidéo et l'intégration d'un quiz, d'un questionnaire sur les apports qui ont été faits dans la vidéo. Donc c'est vraiment une manière très, très rapide et simple de voir si vos apprenants ont bien répondu, ont bien compris les apports que vous voulez leur faire. Et, et en plus, comme c'est un outil de formulaire, vous récupérez la réponse aux questions et vous avez un suivi en tant que formateur aux réponses faites par vos apprenants. Donc ce n'est plus que de l'auto-évaluation, c'est également vous un outil de suivi euh, et de la progression de l'apprenant. Alors, je vais peut-être m'arrêter un petit peu. Je vois que ça chatte beaucoup. Est-ce que j'ai des questions qui restent en suspens? Je vois que Jean-François a beaucoup répondu également. Et voilà, on parle de sous-groupes. Voilà, donc en effet, dans les systèmes qui sont proposés par les classes virtuelles, les sous-groupes, et c'est vraiment des choses indépendantes. Chacun va travailler de manière indépendante. Alors, les vidéos quiz, alors vous pouvez déjà tout simplement le faire avec Google Formulaire, puisque avec Google Formulaire, vous allez ajouter une vidéo euh, et vous allez ajouter des questions directement sous la vidéo. Ensuite, vous récupérez les réponses aux vidéos dans un fichier qui est un fichier Excel. Et vous avez exactement à quelle heure les personnes ont répondu. Un autre outil, c'est Edpuzzle. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est facile à prendre en main et qui permet, à la différence de Google Forms, de poser les questions pendant le défilement de la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo va s'arrêter à l'instant T où il y a quelque chose d'intéressant à questionner et vous allez pouvoir poser votre question. Mais je vais faire, alors je pense, non, c'est pas cette semaine, la semaine prochaine, une classe virtuelle spécifique aux vidéos quiz. Je crois que c'est pour la programmer le 8, j'en pense pas, je crois que c'est le mercredi. Donc il y aura une thématique spéciale sur ces vidéos quiz. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Learning Apps a également un modèle qui permet de faire des vidéos quiz. Et Jean-François vous notifiait qu'H5P sur les plateformes LMS, lorsque c'est intégré, vous permet aussi de faire. Voilà, donc on va continuer avec l'interaction. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'avoir une traçabilité par rapport à un aspect un peu plus ludique, hein, pas simplement des choses euh, très scolaires. On va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des badges. Vous avez peut-être entendu parler de ces badges numériques. Ce sont des sortes de récompenses virtuelles qu'on va distribuer, qu'on va diffuser aux participants lorsqu'ils vont faire certaines actions. Le badge peut être à minima un badge de participation et donc montrer que au fur et à mesure de leur participation à ces différentes classes virtuelles, ils vont avoir tout un stock de badges. Et peut-être avoir à la fin du parcours du dispositif le badge du super apprenant. Ça peut être des badges aussi où on va récompenser leur participation. On va récompenser aussi le nombre d'exercices d'auto-évaluation qui vont être à faire à l'extérieur. Euh, Vraiment, ces badges sont à la fois des récompenses,
des agents moteurs de motivation et puis une traçabilité, une nouvelle fois, sur les apprentissages. Ça, je pense que c'est intéressant euh, de rester, d'être, enfin de s'assurer que les apprenants aussi sont conscients de la progression qu'ils vont faire en ligne lorsqu'ils sont à distance et qu'ils ont bien connaissance du dispositif et de tout ce qu'ils apprennent au fur et à mesure de ce que vous allez leur apporter. Tout ce que vous allez apporter avec des présentations différentes, des demandes de d'interaction dans des forums, sur une classe virtuelle, sur une plateforme LMS. Il faut bien leur montrer que tout ça participe à leur formation et en leur proposant des choses comme des badges. Alors les badges, on peut en faire en utilisant ceux qui sont sur les plateformes, mais vous avez aussi des sites qui sont gratuits qui vous permettent de faire des badges et de les diffuser ensuite en leur donnant soit par mail ou soit en les invitant via ces sites. Une autre manière de ludifier un petit peu, alors là on est directement dans la classe virtuelle, alors ça c'est un outil que j'ai découvert pendant le confinement qui s'appelle Visiocube. Alors il est vraiment très intéressant parce qu'il a deux approches, à la fois l'approche papier et l'approche numérique. Je m'explique. Ceux qui ont mis en place donc ce Visiocube donc, se sont focalisés sur l'interaction euh, que peut avoir l'apprenant lorsqu'il se trouve derrière la classe virtuelle. Et parfois, sur les outils de webconférence, ben, on n'a pas le pouce pour dire «Ah super, j'ai bien compris» ou pour applaudir ou pour poser la question, on n'a pas le petit point d'interrogation, on a du mal à réagir. Donc, le Visiocube va être un moyen papier. Donc, vous allez imprimer, vous allez faire imprimer par les apprenants euh, un cube qu'ils vont construire eux-mêmes. Donc là, ils sont actifs aussi. Donc, ça, c'est aussi l'aspect jeu. Et l'aspect je fais quelque chose, je participe euh, à la classe virtuelle en quelque sorte. Et ce Visiocube va permettre, donc là, il faut vraiment par contre une caméra. Donc, la caméra va permettre de voir ce cube papier et sur le cube papier, il y a des faces qui permettent à l'apprenant de dire bah, j'ai pas compris, bravo ou je suis d'accord avec vous. Je vous laisse voir sur le site que j'ai mis en lien là sur cette diapositive et vous verrez également que vous avez une version numérique que, en téléchargeant une application avec leur smartphone, les apprenants peuvent aussi montrer comment ils se sentent par rapport à ce que vous montrez sur la classe virtuelle. Donc là, c'est une interaction par contre avec la caméra. Donc c'est à privilégier avec des petits groupes, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en place également assez facilement et qui peut vraiment amuser et au moins forcer les apprenants à interagir. Donc le faire interagir par le jeu, il y a d'autres moyens. Il y a des moyens qui peuvent être, alors là c'est vraiment les limites de votre imagination. Ça peut être des mots mystères que vous, euh, que vous allez disséminer dans votre présentation, des énigmes que vous posez à la fin de votre intervention et qui devront être résolues, soit en groupe ou soit de manière individuelle. Ça peut être aussi ce repérage de mots-clés qu'ils ont écrit au fur et à mesure, de récupérer ensuite tous les mots-clés dans le chat et d'en faire, vous, un nuage de mots-clés avec les outils en ligne qui existent aussi pour faire de superbes mots-clés. Euh, donc de nuages de mots, des nuages de mots interactifs. Vous en trouverez beaucoup sur l'atelier du formateur
dans les outils numériques qui sont mis à disposition. Et également, c'est vrai que je n'ai pas fait référence, mais vous me posiez la question sur les vidéos quiz. Si vous allez sur l'atelier du formateur, il y a également des références à ces outils-là. Donc voilà, c'est à vous. Je pense que vous avez aussi vos méthodes quand vous êtes en face à face présentiel. Essayez de voir quelles sont les différentes techniques que vous aviez pour les faire interagir. Même si vous n'avez pas ce contact visuel, vous aviez peut-être d'autres astuces que vous allez pouvoir mettre en œuvre également pendant votre classe virtuelle et, euh, et mettre en application aussi et garder ce lien. Et puis toujours les sondages, le questionnaire qui est vraiment un outil pratique pour avoir des ressentis sur ce qui s'est passé pendant la classe virtuelle. Voilà, donc ça c'est l'aspect interaction, engagement de l'apprenant. C'est vrai que c'est très important. Ça va peut-être être aussi une question qui va dépendre du nombre de personnes que vous avez à suivre. On va interagir de manière différente avec un groupe de 5, un groupe de 20, ou alors si vous vous trouvez dans une configuration d'amphi, vous avez une centaine de personnes qui suivent votre intervention. Ici, ça va être un peu plus complexe et je pense que le sondage ou des outils d'animation en ligne, peut-être comme des Kahoot, Mentimeter, qui permettent de réagir aussi de manière vraiment globale en groupe, sont des outils intéressants. Voilà, je vais regarder peut-être avoir un temps aussi de pause avant de continuer et me tourner vers le chat. Jean-François, est-ce que tu avais repéré peut-être des questions qui restent encore en suspens? Non, ça a l'air. Voilà, on parlait d'H5P, tout à fait. Alors H5P, il y a eu une petite modification dans leur modèle commercial. Donc en fait, c'est vrai que vous pouvez tester l'outil sur h5p.org. Par contre, si vous voulez continuer à héberger les exercices que vous avez créés, vous ne pouvez le faire que sur un abonnement. Donc H5P maintenant va être intéressant à utiliser si vous avez votre propre plateforme LMS, notamment les plateformes Moodle. Euh, ou alors c'est gratuit pour 4 utilisateurs. Voilà, il y a eu des restrictions qui ont été posées. Donc, par contre, si vous l'avez installé sur une plateforme comme Moodle, peut-être que vous allez en parler, Jean-François, euh, lors des différentes autres classes virtuelles sur Moodle. Euh, ah d'accord, de Whereby. Ah oui. Oui, parce que enfin, avoir pour H5P, il faudra bien voir euh, quelle est vraiment la possibilité de l'utiliser. Et si vous faites des tests sur la plateforme, ça reste, ça peut être effacé à tout moment. Donc attention, regardez bien les conditions d'utilisation. Donc voilà, on va continuer peut-être ici en faisant un focus sur le découpage, sur la structuration, parce que je vous ai parlé au début de la manière de découper la classe virtuelle quand elle va être simplement sur une heure et demie. Vous avez des cas où on va vous demander de garder vos stagiaires en classe virtuelle sur un temps assez long. Donc, c'est vraiment pas ce qui est préconisé, mais ça peut faire partie d'un cahier des charges. Ça m'est arrivé donc d'avoir sur 3 heures un groupe d'apprenants à suivre. Donc, c'était s'assurer que les stagiaires, il s'agissait notamment de CAP, d'un niveau CAP, donc que ces stagiaires soient derrière leur caméra pendant 3 heures. En plus, c'était un enseignant, donc c'était vraiment un domaine d'enseignement.
Et il fallait qu'ils soient en interaction directe, vraiment sur ce découpage de 3 heures. Donc vous voyez que c'était assez, compliqué à mettre en œuvre, surtout que les jeunes avaient, 17-18 ans, donc ils étaient, pas faciles, non plus à garder, motivés pendant tout ce temps. Alors donc la solution, ça a été vraiment de découper en plusieurs temps et d'utiliser, les temps de travail en groupe, de travaux de groupe qui permettait aussi d'avoir une cassure par rapport à, cette, à ce découpage sur 3 heures. Donc ici, ce qui était proposé, c'est d'accueillir pendant une demi-heure en direct les stagiaires et de leur demander ce qui avait été vu sur la leçon précédente, de leur donner peut-être des apports, de les interroger, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, d'avoir un temps de travail individuel. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours connectés, mais ils avaient la possibilité, via le chat, de je reviens, me revoilà. Voilà. Oui, j'étais repartie, j'ai été déconnectée. Donc, j'espère que à nouveau vous m'entendez bien. En tout cas, voilà, moi je me retrouve sur la classe virtuelle, donc ça doit être bon. Voilà, donc j'en étais au découpage, donc sur le travail individuel. Donc on leur donne un temps où ils vont déjà se concentrer. Ça permet aussi de, voilà, de se concentrer sur la durée. Et puis une pause. Rapidement, une pause d'au moins 10 minutes pour soulager les yeux, parce qu'on va rester 3 heures à l'écran, donc ça c'est pas forcément optimal. Même si le temps de travail individuel se fait entre le papier et l'écran, mais il y a toujours ce regard que l'on va avoir à l'écran. Donc une pause de 10 minutes, on va se dégourdir les jambes, c'est important aussi pour le formateur. Et on retrouve tout le monde ensemble sur un temps également d'une demi-heure. Et puis ensuite, on va organiser du travail en petits groupes. Ce travail en petits groupes est important puisque le formateur va pouvoir aller de salle virtuelle en salle virtuelle en demandant bien sûr à chacun de faire un travail de synthèse pour pouvoir ensuite, quand on va se retrouver après la pause, une nouvelle pause de 10 minutes à la fin du travail en groupe, qui est un temps aussi assez court, hein, 20 minutes, une demi-heure. À ce moment-là, on retrouve tout le monde en salle plénière, en classe virtuelle ensemble. Et là, le formateur va refaire donc soit des apports nécessaires pour la fin de la séance ou demander aux différents groupes de faire leur présentation. Et on termine ensuite la séance en demandant à chacun de faire une synthèse individuelle. Donc ça, c'est important pour qu'ils puissent terminer la séance virtuelle en se concentrant à nouveau sur quelque chose à l'écrit. On leur laisse à ce moment-là 10 minutes. On ne va pas terminer juste la classe virtuelle à l'instant de la fin de, de la pas j'allais dire du cours ou de la classe, mais donc à la fin, juste à 17 h, ici, c'était pas à 17 h sonnante, on va les libérer un petit peu avant pour qu'ils prennent le temps de faire cette synthèse. Et ensuite, bah, vous pouvez, entre deux classes virtuelles,
voir ce qui a été fait, avoir des échanges mails avec les stagiaires, continuer ce suivi d'une manière asynchrone avec les apprenants. Donc, même si Paris était difficile, ça a fonctionné parce que vous aviez à tout moment vraiment un rythme qui permettait d'avoir à la fois un travail individuel, un travail de groupe et des sessions plénières. Ça, c'est important à avoir. Ça fonctionne. Alors, ça a eu, bien sûr, à certains moments, il y a bien sûr des difficultés, il y a des décrochages, hein, on ne va pas dire que ça a fonctionné tout le temps, mais en général, ça a permis quand même d'assurer la continuité pédagogique de ces stagiaires qui se trouvaient non pas chez eux, mais se trouvaient en entreprise. Ils étaient euh, dans une salle qui avait été mise à disposition lorsque ils terminaient donc leur stage dans l'entreprise. Donc voilà, donc le découpage en classe virtuelle peut se faire sur différents cas de figure. Alors, Annick nous fait une remarque, oui, sur la difficulté de l'interaction. Oui, donc ça, en effet, ce sera à vous vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, hein. Il faut vraiment y aller pas à pas. Si vous avez plusieurs classes virtuelles à faire, de voir, ne pas commencer par des choses très compliquées, de voir comment réagit le public. Si vous avez un public qui, bah, voilà, il y a peut-être déjà une dynamique de groupe, ils sont très à l'aise avec le numérique, donc ils vont facilement être, être actifs. Mais par contre, s'ils ont des difficultés, choisir vraiment un outil, juste un questionnaire où là, ils vont répondre sans se poser de questions et puis petit à petit, leur trouver d'autres outils qu'ils, qui sont faciles qu'il est facile d'utiliser. Donc ça, c'est vraiment à vous, hein, de voir. Les outils sont là, mais vraiment, prenez le temps, allez-y pas à pas, ne forcez pas la surcharge d'informations et d'utilisation numérique lors de vos premières classes virtuelles. Donc, vous allez bien sûr vous poser des questions, hein, quand vous allez organiser votre classe virtuelle. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir ces sous-groupes? Est-ce que vous pouvez télécharger facilement des documents dans la classe virtuelle comme je viens de le faire ici? Est-ce que vous avez un tableau blanc? Est-ce que vous pouvez faire du partage d'écran? Est-ce qu'on peut mettre un lien Internet? Il y a plein de choses à voir qui, et la réponse à ces questions va vous permettre aussi d'organiser votre, votre classe virtuelle. Donc pour finir et pour résumer, il faut vraiment déjà au départ structurer ce que vous voulez apporter comme apport théorique, comme connaissance, rythmer avec ces échanges ludiques interactifs, forcer l'interaction, trouver le moyen qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à vos groupes. Et n'hésitez pas à mettre des choses qui vont les amuser, les faire sourire, les faire interagir. Voilà, donc ça, ce sont des astuces, des petites choses qui vont, des principes vraiment de base qui vous permettront aussi de monter en compétences et au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui fonctionne le mieux. Et pensez toujours à vos publics, à vos stagiaires. Essayez de voir comment, mettez-vous à leur place et comment ils réagissent par rapport à ce que vous leur proposez. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais remettre un petit peu la caméra si, voilà, si ça tient, si je ne suis pas coupée avant la fin. Pour ceux qui sont arrivés pendant la présentation, je mettrai de toute façon les diaporamas sur l'atelier du formateur. Donc, abonnez-vous à la newsletter pour être au courant des nouveaux articles. Sinon, vous pouvez le prendre directement en cliquant sur la roue crantée en haut à droite.
et dans Fichier à télécharger. Voilà, donc si vous n'avez pas plus de questions, bah, je vous souhaite belles futures classes virtuelles. Euh, et n'hésitez pas non plus à aller voir sur l'atelier du formateur. Il y a d'autres ressources avec soit des outils, soit des articles également sur la mise en place de classes virtuelles qui vous donneront des idées. Et suivez-nous ces prochains jours, ces prochaines semaines, même sur les plateformes Moodle, vous verrez que c'est possible aussi de garder l'attention des apprenants de manière assez disponible. Alors une dernière remarque par rapport à Yannick. Webinar reste descendant. Alors ça va dépendre de vous, de ce que vous allez faire, de, de la classe virtuelle du webinaire. Le webinaire qui est une webconférence, c'est vraiment simplement un exposé. C'est la différence avec la classe virtuelle où là, vous allez pouvoir ajouter beaucoup d'interactions. Donc ici, on est plus, par exemple, sur un webinaire, sur une webconférence. Dans la classe virtuelle où vous avez des apports, vous allez mettre beaucoup de questionnaires, beaucoup d'interactions. Et voilà, et la classe virtuelle, en effet, pour répondre à vos questions, est enregistrée. On la mettra également à disposition. Merci beaucoup, bon courage à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine euh, et, euh, et enseignez bien à distance pendant ces prochains jours de confinement. À bientôt, à très bientôt. Merci à vous, merci de votre participation. À bientôt. Au revoir.